Bonjour à tous, merci d'être là ce samedi matin, en plus pendant les nouvelles vacances. Et c'est un plaisir de vous recevoir dans ce qui fut le Palais de la Science et dans la salle des Essarts, qui vont faire tout de suite écho auprès de Pierre van den Dongen sur La Fontaine. Alors, notre invité de ce matin est docteur en philosophie et lettres, c'était encore le cas à l'époque, oui, en histoire, puisque maintenant l'histoire n'est plus en philo et lettres. Il enseigne à l'ULB l'histoire et la didactique de l'histoire, ainsi qu'à la Cambre ENSAF. Il est l'auteur de nombreuses publications remarquées et sur des sujets très variés, oui, dont un essai consacré à Henri Billen, oui, et une biographie à Hubert Berlot. Alors, il s'intéresse à des sujets donc très divers, un comédien, un ministre, un prix Nobel de la paix. Peut-être commençons par cette question-là. Pourquoi souvent, non, je ne vais pas demander pourquoi, parce que je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à des sujets divers, mais souvent les historiens se spécialisent dans un seul sujet, et donc qu'est-ce qui peut expliquer c'est parfois le reproche qu'on a pu me faire, mais c'est comme ça dans ma vie aussi. J'ai une vie assez diversifiée, on va dire, et puis en fait c'est l'intérêt des rencontres. Comme les rencontres de gens vivants, mais en fait les gens qui ont disparu, qui sont morts et qui ont laissé des archives évidemment, ce sont ceux-là et celles-là qui m'intéressent. Et si leur parcours me semble digne d'intérêt, peu m'importe qu'ils sont restés célèbres ou pas, d'autant que pour certains la célébrité c'est vraiment une baudruche. Tandis qu'ici, dans le cas de La Fontaine, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours de vie en quelque sorte, qui me semblait digne d'intérêt. Et quand j'ai passé les 50 ans, j'ai décidé de ne m'intéresser plus qu'aux gens progressistes, quels qu'ils soient, même si j'étais en désaccord avec eux. J'estime que l'époque donne énormément la parole aux réactionnaires, et donc je voudrais contribuer à parler de gens qui, même en se trompant, ont toujours pensé que l'humanité ne pouvait pas se contenter de l'état dans lequel elle était, mais qu'il fallait aller vers mieux, même si on peut évidemment questionner la notion de progrès, et même d'universalisme. Tout ça est tout à fait possible. Il n'en reste pas moins vrai que celles et ceux qui choisissent le camp du progrès ont désormais, pour moi, uniquement de l'intérêt. Justement, parlons de La Fontaine. On en entend parler, on parle souvent de lui quand il est question du mondanéum, oui, du web de papier, on pourra peut-être revenir plus tard sur cette notion, mais finalement, on sait peu de choses précises sur lui. Alors, j'ai fait une sorte de petit résumé, me semble-t-il. Est-ce qu'on pourrait dire de lui que c'est un hyperactif tout en étant un dilettante, un homme du 19e siècle et d'aujourd'hui à la fois, un conservateur et un progressiste? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait très lapidaire? Plutôt amateur que dilettante. Pour moi, être amateur, c'est une qualité, c'est le fait d'aimer. Dilettante, je sais qu'on l'a parfois appelé dilettante, mais c'est un portrait dans le pourquoi pas, mais les journalistes ajoutaient expressément pas dans le sens négatif. Alors, pour éviter les confusions, on va dire qu'il est amateur de plein de choses. En fait, on peut le résumer aussi autrement en disant que c'est quelqu'un qui a toujours cherché l'harmonie, d'abord à titre personnel, dans sa vie, et puis à partir du milieu de la trentaine, il a décidé vraiment d'entrer de plein pied dans la société, dans la Respublica, vraiment d'aller pour changer les choses, toujours avec cette idée d'harmonie, c'est-à-dire une harmonie sociale, qui sera un partage pour un maximum de gens, une harmonie aussi entre les êtres humains, les hommes et les femmes. Il est féministe avec les réserves de certains discours de l'époque. Harmonie entre tous les humains, puisqu'il a même un regard assez ouvert sur les non-blancs, ce qui n'est vraiment pas courant de la part d'un homme blanc dominant, pour utiliser un vocabulaire contemporain. Et aussi son idée de progrès pour créer un gouvernement du monde, c'est-à-dire que le nationalisme est pour lui par essence une idéologie meurtrière, dépassée, et la seule possibilité est de créer un gouvernement mondial. Donc il y a tout le temps cette idée qu'on doit être non pas dans l'instabilité, mais on doit toujours penser à comment faire pour que la société
progresse. Donc c'est vrai, c'est peut-être une forme d'hyperactivité, mais c'est surtout de sa part, parce qu'il y a une cohérence dans l'ensemble de ses engagements, une idée que l'être humain tel qu'il le connaît, donc il naît en 1853, 54, il meurt en 1943, que l'être humain doit progresser. Donc je pense que c'est vraiment cette base d'idée de progrès qui le motive et qui le conduit à s'intéresser à des tas de choses. Il est très très curieux, ça c'est clair. Curiosité qu'il cherche à rendre méthodique, il cherche à tout classer. De ce point de vue, il est conservateur. Effectivement, il garde tout. Il va visiter quelque chose, il y a un ticket de métro dans tel pays où il va, c'est un grand voyageur, il garde le ticket de métro, il garde le menu de restaurant. Il y a cette idée de tout conserver. Mais son conservatisme s'arrête là. On reviendra sur les quelques thèmes, mais je voudrais vous poser une question à propos de la conception même du livre. C'est un peu déroutant au départ, puisqu'on s'attend à avoir une chronologie, et en réalité, c'est un travail qui a été plutôt thématique. Oui. J'ai une hypothèse, mais j'aimerais quand même que vous expliquiez un peu pourquoi ce choix. On questionne toujours la biographie parce que finalement, écrire la vie de quelqu'un qui est mort... D'abord, quand on fait une biographie, il faut choisir toujours des morts. Parce que quand on fait la biographie de quelqu'un de vivant, c'est très difficile parce qu'il ne va pas du tout être content de ce que vous allez écrire. Ici, en l'occurrence, quand j'ai découvert le fond d'archives, qu'est-ce que cette personne a laissé pour que je puisse faire une biographie de lui, c'était tellement riche et diversifié qu'il aurait été impossible, et je pense, en grande part erronée, de suivre simplement la chronologie. L'idée était, au risque effectivement de devoir comprendre le mécanisme de construction, était vraiment de construire l'ensemble, je dirais, des thématiques qui l'ont vraiment passionné, avec un lien qui est le principe du réseautage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'il fallait entrer en contact avec des tas de milieux pour arriver à une solution. Des sociabilités privées, des sociabilités publiques. Et donc, il est homme politique, oui, ça va croiser son engagement internationaliste, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il est pacifiste, il est pour un gouvernement du monde, et comme il est grand voyageur aussi, ça signifie qu'il y avait une immensité qui rendait finalement le déroulé chronologique simple. Je pense qu'il aurait été moins clair que la thématisation, tellement il y avait abondance d'éléments. Ce type, à partir de 35 ans, il n'a pas arrêté tout le temps de faire des choses. Il a voyagé partout, il a vécu plusieurs années aux États-Unis, donc à chaque fois, il y a des portes qui s'ouvrent et qui en plus nécessitaient l'écriture de contexte. Parce que si j'avais parlé de tous ces éléments sans expliquer ce que c'est, en fait, je n'aurais pas pu... je pense que ça n'aurait pas toujours été compréhensible. Alors ici, j'ai essayé chaque fois de développer les contextes et les milieux aussi, parce qu'une personne ne se fait jamais toute seule. Hein. Elle émane d'un milieu. Un milieu, en l'occurrence ici, un milieu progressiste, socialiste et ULBiste aussi. L'ULB joue un rôle assez important dans cette affaire. Et l'Union des anciens étudiants aussi. Et donc l'Union des anciens étudiants est effectivement... et plus ouvertement un milieu rationaliste, un milieu maçon aussi, indubitablement, puisqu'il était franc-maçon, et indirectement, c'est aussi la Ligue des droits de l'homme dont il fonde l'antenne belge. Il y a donc une espèce de cohérence, si vous voulez, dans cet engagement. Indépendamment même de ces engagements sur lesquels on reviendra, politique, humaniste, etc. C'est aussi un homme qui aime la musique, et même à un point assez... on pourrait presque dire un semi-professionnel. Oui. Il s'intéresse au sport, c'est un alpiniste. Oui. Il est membre de la Ligue de l'enseignement, bon, peut-être par le biais aussi des amis philanthropes qui ont été très actifs dans le domaine de l'enseignement. Il est évidemment, par ses études, intéressé par le droit international plus que la plaidoirie. Mais est-ce que ce n'est pas davantage que la plupart des bourgeois de son temps, puisqu'il est quand même d'un milieu bourgeois? Il est d'un milieu bourgeois, et avec quelques autres tout de même à l'époque, il est parmi les fondateurs en fait, du Parti ouvrier belge, c'est-à-dire pas le fondateur de première ligne, puisqu'il n'est pas dans les années 1880, mais il est de ce milieu de bourgeois qui sont d'abord devenus libéraux progressistes et qui ont dit « ça ne suffira pas ». Il faut changer, on a
une caricature de démocratie libérale fin 19e siècle, et le but maintenant, c'est d'aller vers la démocratie sociale. Et donc, on a parlé tout à l'heure avant la conférence de Destré, c'est son même raisonnement. C'est quelqu'un qui est un esthète, c'est quelqu'un qui est parfois même assez dégoûté par les milieux populaires, oui, soyons clairs, mais il estime que c'est indispensable de s'engager en leur faveur, car autrement, on ne comprend pas l'injustice profonde qui fait que c'est un pari, c'est un risque dont ces gens-là ont conscience, et c'est aussi au départ une nécessité pour les ouvriers. Un exemple concret, pour ériger la maison du peuple de Horta, que des édiles bruxelloises vont stupidement démolir dans les années 1960, eh bien, il fallait avoir un crédit. Les ouvriers du parti n'auraient pas trouvé de garant pour avoir l'argent. Donc ils ont dû demander l'argent aux bourgeois du parti. Et parmi eux, Van der Velde, qui est un bourgeois, le patron, qui est encore connu, lui, La Fontaine, et d'autres, y compris des sénateurs du POB, qui étaient souvent des gens qui pouvaient être, par exemple, il y en avait des industriels ou des commerçants, mais qui avaient opté pour le Parti ouvrier belge, contre les libéraux et évidemment contre les catholiques, puisque le pays à l'époque est vraiment... même si les villes sont libérales, le pays est encore très largement catholique. On a parlé, je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur la musique, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, surtout la position wagnérienne de La Fontaine. Ben pour lui, Wagner, c'est à partir des années 1870, c'est vraiment la musique du futur, et il est un des fondateurs, vraiment, d'un mouvement wagnérien belge, mais aussi continental. Il est vraiment, de ce point de vue, un aficionado, un passionné. Il écrit à Cosima, donc la compagne ou l'épouse de Wagner, et il est germanophile. Il parle, il lit l'allemand. En tout cas, jusqu'en 1914. Parce que lui, le pacifiste, dès lors que l'Allemagne va franchir la frontière belge, contre la neutralité qui normalement était garantie par les puissances, à ma connaissance, il ne parlera plus jamais allemand, il ne citera plus Wagner, et lui, le pacifiste, l'internationaliste, le temps de la guerre, se range très clairement du côté des Alliés, et donc cette germanophilie disparaît. Mais pas son amour de la musique, et effectivement, c'est un très bon pianiste. Il faut imaginer, dans les maisons du peuple, dans les années 1890, avant 14, ces bourgeois-là ont l'idée d'instruire les gens du peuple. Mais pas la chanson, pas des choses populaires. Non, non, non. Il faut leur faire découvrir la grande culture. Et donc vous imaginez des ouvriers sortant de grandes journées de travail, vraiment importantes. Ils venaient s'asseoir, un peu comme vous faites ici, et puis soudainement, ils avaient 1h30, 2 heures de conférences sur Wagner, sur la jeune Belgique. Ça s'appelait les sections d'art et d'enseignement du POB. Objectivement, ça n'a pas très bien marché auprès du public populaire, ça a amené plutôt des petits bourgeois. J'utilise ce vieux vocabulaire parce que moi je le trouve très clair et plus clair que beaucoup de vocabulaire contemporain pour désigner les populations. Donc vous aurez compris que mon regard est plutôt social que culturel, même si j'accorde beaucoup d'importance à la culture. Et donc, La Fontaine est convaincu qu'il faut apprendre tous les jours. Et que donc, toutes et toutes doivent apprendre tous les jours. Mais ce qu'il faut apprendre ne doit pas être l'écume. C'est-à-dire que, sans faire parler les morts, je ne suis pas certain qu'il serait, je crois qu'il serait passionné par Internet, mais pas passionné par les réseaux sociaux. Bon. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre pour devenir un homme, un être humain meilleur. D'ailleurs, vous dites à un endroit qu'il était un peu opposé à la notion de divertissement, oui. qu'on mettait qu'on développait dans pas mal de cercles socialistes. Oui. Oui. Mais c'est normal, hein. Il y a, à partir de l'après-première guerre mondiale, les socialistes qui organisent de grands événements culturels sont confrontés à un souci. C'est que leurs adhérents, qui sont parfois contraints d'adhérer. Quand on est au POB, il faut prendre l'abonnement au Peuple, que très peu d'ouvriers aimaient lire. Il n'était pas folichon, le Peuple. Il préférait lire des journaux bourgeois. Mais il fallait quand même lire le journal du parti, il fallait s'engager. Mais pour attirer les gens, comment faire ? Jusqu'en 1914, dans une société
où finalement la masse n'avait pas grand-chose à dire, on pouvait imposer des divertissements, enfin pas des divertissements, mais plutôt des conférences, de la grande musique, comme on dit. Et puis à partir de l'entre-deux-guerres, et on le voit bien sur les affiches, La Fontaine et d'autres étaient en tête d'affiche à partir des années 30. Hein, la maison, du peuple, ici près de Charleroi, elle met d'abord une pièce de théâtre et ensuite elle met la conférence. C'est-à-dire que le divertissement devient effectivement, avec le développement du football aussi par exemple, lui il n'aime pas le football, il est sportif, mais des sportifs de standing bourgeois, c'est-à-dire effectivement l'alpinisme. Il est membre fondateur du club alpin, c'est pas un club qui accueille des prolétaires. Hein. Donc pour lui, il estime même que le sport c'est très mauvais pour la santé, le football c'est mauvais pour le cœur, ça, je ne sais pas d'où il tire ces informations, mais en tout cas, il estime que c'est du temps perdu. On peut s'amuser, mais en apprenant des choses intéressantes. Et il dit, si on donne du temps libre au peuple et qu'il passe son temps à regarder des films abrutissants et à faire du football, on a perdu. Donc là, effectivement, il reste 19e siècle, en quelque sorte, dans son... Il estime qu'il faut apprendre aux gens et que ce ne sont pas les gens qui doivent apprendre par eux-mêmes. Oui. Et c'est aussi ce qu'il pense à propos des femmes aussi. Ce sont les hommes. Quelles sont les limites de son féminisme? Ce sont les hommes qui décident de ce que les femmes doivent apprendre. Pour un homme de son époque, il est profondément féministe. Il est un des cofondateurs, avec la vraie féministe de la famille, qui est Léonie Lafontaine quand même, sa sœur. Il est fondateur de la Ligue belge du droit des femmes, qui est la première association féministe dite bourgeoise, parce qu'elle n'est pas ancrée ni chez les catholiques ni chez les socialistes. Ça, c'est un. Deux, il a la conviction, effectivement, qu'il faut instruire les femmes des milieux populaires de façon un peu plus genrée, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire en leur confiant des tâches définies, mais en revanche, il est l'auteur d'une plaquette qui s'appelle « La femme avocat », considérant que, puisque, et notamment mon université a accepté que des femmes fassent des études de droit à partir de 1880, il est plus que légitime qu'elles puissent être avocates. Or, il faut savoir que les premières générations de femmes licenciées en droit, comme on disait à l'époque, n'ont pas pu être avocates, puisque la première avocate belge a été acceptée en 1922. Mais les limites de son féminisme, c'est qu'effectivement, et ça c'est un peu vache de ma part parce que c'est la correspondance privée qu'il révèle, c'est de dire je veux vraiment une partenaire, et ce sera le cas de sa femme, avec laquelle je partage ma vie véritablement, notamment ma vie de voyage, les choses que je fais, mais d'un autre côté, quand même chacun ses tâches. Et donc il y a effectivement, en théorie, mais aussi en pratique dans ces combats sociaux, le désir que les femmes s'émancipent, un peu comme certains libéraux le pensaient. Il va plus loin qu'eux, puisqu'il considère qu'il y a la même intelligence entre hommes et femmes. Et ça, franchement, à l'époque, il y en a très peu d'hommes qui le pensent. Mais même plus tard, parce que je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Marion Coulon dans vos écrits, qui est quand même quelqu'un qui est décédé dans les années 80, oui. Estimait que en matière d'enseignement, il ne fallait pas des disciplines qui ne convenaient pas au cerveau moins lourd des femmes. Au cerveau moins lourd des femmes. Et c'est pour ça que même dans la création des écoles professionnelles qu'on peut dire genrées, il fait partie de ceux qui estiment néanmoins qu'il est important qu'il y ait des cours de culture générale. Et quand il y a un inspecteur, il y a toujours des inspecteurs qui viennent vérifier comment les profs enseignent, et c'est un peu nos terreurs, moi je suis prof aussi, et parfois on ne comprend pas ce qu'ils racontent, mais enfin bon c'est le jeu, ils venaient dans les classes, et donc en l'occurrence l'école, c'est l'école Bischofsheim, qui existe toujours, qui est une école professionnelle rue du Marais. L'inspecteur vient et dit oui, mais c'est bien, mais enfin pour ces jeunes filles qui vont faire art floral, qui vont faire du graphisme, franchement, leur donner des cours d'histoire, c'est complètement du temps perdu. Donc il est, à nouveau, c'est pour ça que j'ai fait autant de contexte, c'est qu'il est profondément féministe pour un homme de son époque, c'est entendu. Mais moi, mon point de vue d'historien n'est pas de juger les gens, ça déjà, de quel droit je pourrais le faire, mais surtout, c'est de ne pas interpréter ce que les gens pensent en fonction de ce que moi je pense. Hein, sinon, je ne fais pas mon boulot, quoi. Ça, je laisse ça à d'autres. C'est le problème actuellement, d'ailleurs. Parfois, ça m'exaspère, oui. Je le dis comme ça en souriant, mais en vérité, ça m'exaspère beaucoup plus. On peut revenir un moment sur ces réseaux, les différentes personnalités, les différents types de groupements avec lesquels il a eu des contacts réguliers. D'abord, il y a l'initiation en maçonnerie, mais
donc c'est d'abord les amis philanthropes, mais même dans ce milieu très masculin, il est un des premiers en Belgique à réclamer que puissent être initiées des femmes, ce qui est vraiment totalement révolutionnaire de ce point de vue. Bon. Mais ça, c'est sa première sociabilité, et je la cite car il appartient à une loge, les Amis Philanthropes, qui est totalement dans l'action publique, c'est-à-dire qui soutient la création d'un enseignement, notamment, qui ne sera pas catholique. Ça, c'est un. Deux, c'est les sociabilités socialistes. Il choisit aussi le socialisme parce que, je vous le rappelle, s'il y a des socialistes dans la salle, le socialisme est une doctrine internationale. Et pour lui, c'est une possibilité de créer un prolétariat international. Il est collectiviste, par exemple. Il estime qu'il faut mettre en commun les capacités de production. Deux, c'est le réseau... Trois, pardon. Vous voyez, ça, je fais les lettres. Trois, c'est le pacifisme. C'est une internationale, le pacifisme. Il est président du Bureau international de la paix de 1907 à 1943. Certes, à la fin, ça devient une association un petit peu anecdotique, mais jusqu'en 1914, c'est la principale association. Et ce sont des gens qui se voient tout le temps dans des colloques et des congrès. Il y a une activité de rencontre internationale où ces gens échangent énormément, ont des sociabilités, si vous voulez. Et donc, il connaît, on peut dire véritablement que quand il reçoit le prix Nobel de la paix en 1913, c'est terriblement symbolique, hein, puisqu'il n'a même pas le temps d'aller faire son discours, puisqu'il y a la guerre l'année d'après, mais on peut dire quand même qu'il est une personnalité qui, dans certains milieux, est connue internationalement. Et qui surtout, à partir de cette remise de prix, devient, pour le POB, je dirais, quelque chose qu'on peut brandir, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de prix Nobel belges. Prix Nobel de la paix, il y avait du côté catholique Bernard en 1912, si ma mémoire est bonne, ou 9, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce prix Nobel est aussi un sésame, en quelque sorte, parce que c'est tout de même un prix qui vous fait rentrer dans un cercle, je dirais, de sociabilité privilégiée. Et donc, pour lui, c'est fondamental de rencontrer les gens. Il n'y a pas de réseaux sociaux, évidemment, donc il faut les rencontrer physiquement. On leur écrit d'abord, correspondance, les gens de l'époque écrivent beaucoup plus que nous écrivons aujourd'hui, évidemment, mais il faut aussi les rencontrer en vrai. Ils n'arrêtent pas, ces sociabilités sont constantes. Est-ce que ce sont des amitiés? Rarement, mais ce sont en tout cas, c'est une communion d'idées pour changer le monde. J'étais aussi étonnée de voir le réseautage qu'il y a eu avec Solvay. Oui. Et aussi l'intervention de Solvay dans des actions qu'on aurait pu... qu'on ne soupçonnerait pas nécessairement. Solvay est un libéral singulier qui a un ensemble de théories effectivement sur le monde social, si vous voulez, et il y a aussi un regard particulier de La Fontaine qui dit que quand on est riche, il faut être philanthrope. C'est une doctrine qui est assez répandue aux États-Unis d'ailleurs, hein. Carnegie notamment, qui est un fondateur de grandes dotations, donne de l'argent en fait, et notamment aux associations pacifistes. Et donc pour lui, quelqu'un qui est riche, il faut le taper. Pas physiquement, mais lui prendre de l'argent. Il faut lui prendre de l'argent, c'est tout. C'est à ça qu'il sert. Il doit investir son argent, et en fait, il le fait à titre personnel, parce que quand il reçoit le prix Nobel, qui est une somme assez importante, finalement, il va l'investir dans quelque chose qu'il juge utile, et qui seront les travaux de Paul Hotelet, notamment. Donc l'idée, l'argent doit servir à construire un monde meilleur, et pas être thésaurisé. Donc les philanthropes, un homme d'affaires, c'est pour ça qu'il se plaît aux États-Unis, même s'il peut un peu critiquer... ce qu'il appelle des sociabilités parvenues, c'est un peu la logique du vieil Européen, toujours de critiquer les États-Unis en disant bon, sont un peu des paysans quand même, mais il est assez passionné par tous ces gens riches qui donnent énormément d'argent. Il est sidéré même par ça. Et il estime que c'est normal que ces gens donnent de l'argent. Parfois jusqu'à l'aveuglement. Hein. Il est un peu, je trouve, un peu joué par ces milliardaires, mais enfin, ils bénéficient pas mal de leur largesse. Je ne suis pas une thématique particulière, mais je rebondis. À part ce regard sur finalement le mécénat, oui. Et qu'est-ce que les États-Unis ont pu lui apporter dans ces centres d'intérêt?
Alors en fait, il se rend compte que le socialisme américain est vraiment anecdotique, en termes de nombre de personnes, évidemment. Avec les pacifistes états-uniens, il ne s'entend pas toujours parce que lui est un pacifiste par la paix et par le droit. Donc il n'est pas pacifiste en tout et pour tout. Et pendant la Première Guerre mondiale, il prend le parti des Alliés, très nettement. Bon. En revanche, il estime que les États-Unis, c'est une jeune démocratie, donc il la découvre en 1915, et que c'est par elle peut-être que le monde pourra être sauvé et être amené vers une paix durable. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le président Wilson est le tenant de l'idée de Société des Nations, de la Ligue des Nations. Et pour La Fontaine, c'est une idée assez formidable qui correspond à ses propres idées. Il écrit un livre, Magnissima Charta, qui essaye de décrire comment le monde devrait être construit. Il veut un parlement mondial, un gouvernement mondial, un tribunal international. Et donc, dans cette perspective, il dit, finalement, ce que propose Wilson, c'est ça le projet d'avenir. Et en quelque sorte, la Première Guerre mondiale sera la der des der pour permettre l'instauration d'un gouvernement mondial qui ne peut se faire, et ça c'est très important dans sa perspective, qu'avec des démocraties. Donc pour lui, il ne peut y avoir, et ça a des échos contemporains évidemment, il ne peut y avoir de discussion avec un pouvoir autoritaire ou autocrate, puisqu'il ne pourra pas garantir une paix juste et démocratique. Il est juripaciste, comme on dit. Donc en fait, il est assez minoritaire dans le mouvement pacifiste. Ce sont des mouvements qu'on trouve plutôt chez les puissances alliées, mais par exemple dans l'Europe du Nord, dans les pays anglo-saxons où il y a les Quakers, etc., ce sont des pacifistes intégraux. Mais pour La Fontaine, si vous êtes agressé, il est légitime que vous vous défendiez et que vous fassiez la guerre. Il est pacifiste néanmoins, mais pas pacifiste total, comme le pain. Et donc, ça a été une catastrophe, la montée du nazisme et du fascisme à son époque. Il a été assez lucide par rapport Alors là, c'est en ça où je ne suis pas toujours d'accord quand les gens l'ont décrit comme un utopiste. Oui, il y a une part d'utopie, ça c'est une évidence, mais c'est clair que sa vision, n'oublions pas qu'il lit parfaitement l'allemand, il a lu Mein Kampf, donc ça c'est dans les années 20. À partir du début des années 30, il est convaincu que c'est très mal parti, que le nationalisme est revenu, et lui, l'internationaliste, le partisan d'un gouvernement mondial, à partir de la guerre d'Espagne, est convaincu que c'est plié. Et donc, il l'écrit, correspondance privée, il le dit publiquement, il estime, par exemple, lui le pacifiste, qu'il faut ce que seront finalement en quelque sorte les casques bleus avec l'ONU, qu'il faut créer une force de police internationale pour intervenir lorsque, par exemple, Mussolini, plus encore Hitler, et plus encore de son point de vue franco, il est bouleversé par les images de la guerre civile. Et c'est pourquoi lui reste au POB, mais il s'approche très fort de l'aile gauche du POB, il est contre l'évolution de la jeune génération du POB, qu'il entre de guerre avec Demann ou Spaak, est à l'origine, c'est un terme horrible, mais c'est ce qu'ils utilisent, d'un socialisme national. Bon, c'est assez malheureux comme expression, mais eux estiment que les affaires internationales ne nous occupent pas. Sauf que, là, malgré tout, les affaires internationales peuvent s'occuper de vous si vous ne vous en occupez pas. Et par exemple, La Fontaine est désolé par les accords de Munich. Il estime que c'est évidemment une défaite en rase campagne. Et là aussi, il est isolé, parce que plein de pacifistes disent « mais tant mieux, on a évité la guerre ». Mais non. Et je ne dis pas « mais non », c'est facile de dire par la suite, évidemment. Et je comprends très bien ces générations. N'oubliez pas quand même que quelqu'un comme La Fontaine et des gens plus jeunes que lui ont vécu c'est rare dans l'humanité que vous viviez deux guerres. Donc, la génération qui négocie la paix dans l'entre-deux-guerres, elle a connu 14-18, qui est quand même... Il y a un point commun entre les affrontements actuellement en Ukraine et en Russie dans les lignes de front d'attente avec les guerres de tranchées. C'est-à-dire que c'est des guerres où les gens sont là, immobilisés, se font bombarder considérablement, ce qui laisse évidemment des blessés, et en plus des morts, évidemment. Et donc ça, il l'a vécu. Néanmoins, il est convaincu que si on ne fait rien par rapport au désir expansionniste de quelqu'un comme Hitler,
la guerre aura lieu. Et à titre personnel, avec sa femme et avec sa sœur, à partir de l'entre-deux-guerres, il se bat vraiment en Belgique pour que les réfugiés d'Europe centrale puissent être accueillis. Qui sont ces réfugiés? En grande majorité des Juifs, évidemment. J'ai oublié de préciser que lui est d'ailleurs juif par sa mère, ce qui donc fait de lui un juif, même si il est antisioniste, puisqu'il estime qu'il n'y a pas besoin de créer un État juif. Les Juifs ont montré l'exemple en étant un peuple international, il faut qu'ils le restent et qu'ils ne s'enferment pas dans un nouveau nationalisme. C'est son point de vue qui fait qu'il ne parle jamais de sa judéité, sauf quand il est très vieux, qu'il se retrouve en fait en exil intérieur dans sa maison, sa femme plus jeune que lui meurt avant lui, et il se dit, bon sang, je suis socialiste, je suis juif, je suis franc-maçon, c'est clair que c'est pas terrible, les nazis n'aiment pas trop ce genre de profil, si vous voulez. Hein. Donc, mais il meurt avant la fin de la guerre, il meurt en 1943, ce qui d'ailleurs est terrible, c'est vrai, c'est un pacifiste, et quand on regarde sa vie, c'est quelqu'un qui est adolescent en 1870, guerre franco-prussienne, il en a les échos, il vit 4 ans et demi en exil pendant la Première Guerre mondiale, et il est tout seul dans sa maison de Bruxelles, et vieux, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un pacifiste, mais qui a la lucidité. Il a cru en fait pendant quelques mois, peut-être 2 ou 3 ans, que la Société des Nations, ça allait marcher, que ça allait permettre de faire un gouvernement mondial, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et à vrai dire, il ne faut pas être si sévère que ça envers la Société des Nations, parce que les premiers conflits mineurs, dans les années 1920, n'ont pas été trop mal résolus par elle. Mais dès que c'est devenu sérieux, dès qu'il y a eu des mouvements militaires, du réarmement, elle a été totalement dépassée. Ça commence en 1931, les affrontements Japon et Chine, et puis c'est évidemment la guerre d'Éthiopie, puis ce sont les avancées continues d'Hitler, c'est la guerre d'Espagne. Toutes ces choses, il a la certitude qu'avec ce triomphe du nationalisme, ce sera même pire, dit-il, que pendant la Première Guerre mondiale, puisque les armements sont plus perfectionnés. Mais là, il n'est pas écouté, y compris par les siens, puisque la logique des socialistes belges et français, d'ailleurs, c'est de ne pas s'engager dans ce type de conflit et d'éviter la guerre à tout prix. Donc c'est paradoxal de dire que ce pacifiste a pu passer dans les dernières années de sa vie pour un pacifiste... Belliciste. Belliciste, oui. Non, mais convaincu que malheureusement la guerre sera inévitable. Oui, ça oui, nettement. On a vraiment l'impression qu'on est dans une situation un peu similaire, si on parle SDN par rapport à l'ONU aujourd'hui, mais enfin bon, toutes choses étant différentes de toute façon. Toute chose est différente, mais là, ce qui reste pertinent quand même, c'est son regard de jury passiste, c'est de dire qu'il faut la paix, que la guerre est la démonstration d'un échec, mais qu'en même temps, il y a quand même des agresseurs et des agressés. Et que ça signifie qu'à partir du moment où un peuple a été agressé, on ne peut plus faire semblant que c'est un partout la balle au centre. Il y a une différence, bien entendu. Il y a une nation qui a agressé l'autre. Ça, c'est un constat que certains pacifistes ne font pas, mais pour sa part, il le fait parce qu'il a aussi une très bonne connaissance de la société allemande et il en a compris les dangers. Il ne faut jamais oublier que ce qu'Hitler exprime dans Mein Kampf, ça n'est jamais qu'une hypertrophie des idées de Guillaume II, hein, y compris l'antisémitisme d'ailleurs. Il y a une définition des Ariens, des bons Ariens comme je les appelle, qui est terrifiante parce que dès le départ, et ça c'est théorisé dès le début du XXe siècle, ils sont supérieurs évidemment à tous les gens de couleur, mais aussi aux blancs, aux autres blancs. Et donc c'est ce qui à un moment donné a pu attirer La Fontaine avec Wagner, il estimait que le socialisme allemand était même beaucoup mieux structuré, organisé que le socialisme français, trop anarchiste, etc. Mais après 14-18, il reste en défiance malgré tout par rapport à l'Allemagne. Et par exemple, au début des années 30, il s'engueule, il n'y a pas d'autre expression, hein, parce que dans le milieu pacifiste, je peux vous dire qu'ils se disputent tout le temps. Ils se font des guerres de parole, mais par exemple, il est très opposé aux pacifistes allemands en leur disant « vous ne vous rendez pas compte
parce que certains pacifistes allemands disent encore en 1933 que Hitler ne veut pas la guerre. Maintenant, évidemment, être pacifiste en Allemagne, c'est très compliqué, parce que les Allemands n'ont pas du tout digéré les exigences du traité de Versailles. Ils n'ont pas digéré non plus ce que, notamment, les Français et les Belges exigent en remboursement. On a calculé que les réparations, comme ça s'appelle, de mémoire, hein, mais les 132 milliards de marks, ça représente davantage que les réserves d'or actuelles des banques. Donc c'était de toute façon impossible que l'Allemagne puisse rembourser l'entièreté de cette somme. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça a créé aussi un nationalisme allemand de désir de revanche par rapport à ce qui était imposé par la communauté internationale. Donc, être pacifiste allemand dans cette société, c'est devoir souvent la mettre en sourdine, parce que vous êtes très minoritaire. C'était pas facile pour eux. Néanmoins, ces pacifistes allemands, La Fontaine n'avait pas tort, tous devront prendre le chemin de l'exil, pour ceux qui n'auront pas été arrêtés, torturés par le régime nazi dès les années 30, effectivement. Plus étonnant pour l'époque, il est aussi, mais pour prolonger cette réflexion sur les Ariens, La Fontaine est aussi anticolonialiste. Oui, alors, dans un premier temps, il adhère à l'idée qui a été celle, quelques années de Jaurès, de faire une mise à niveau civilisatrice. Il a un regard, il considère que tous les êtres humains sur Terre ont la capacité, sont égaux en intelligence, mais son modèle de civilisation est évidemment le nôtre. Donc il est évident que pour que les sociétés africaines sortent de la sauvagerie, ça c'est son regard, elles doivent se civiliser de cette façon. Et donc, puisqu'il y a une puissance coloniale, y compris belge, elle peut exister, mais son but, c'est de conduire, et même si ça prend plusieurs générations, de conduire les Noirs à l'indépendance. Et donc, dit-il, nous ne devons pas récupérer d'argent lorsque nous procédons à ça. En revanche, ses séjours aux États-Unis lui montrent très bien que les Noirs peuvent accéder à des métiers, ont donc cette intelligence comparable. Ça semble terrible ce que je dis, mais c'est parce qu'à l'époque, tout le monde pense que ce n'est pas le cas. Et donc il est, avec Paul Hotelet, qui sur ces matières est plus engagé que lui, il reçoit le congrès panafricain. Et il a l'occasion de discuter en 1920 avec les plus grands intellectuels noirs, états-uniens et français. Et donc il se rend compte que pour ces Noirs, dont certains par exemple disent « on ne veut plus que vous nous appeliez nègres » par exemple. Ça, c'est dans le discours déjà en 1920. Oui, je suis un vieux prof qui utilise encore ce terme. Je sais que sur un campus américain, on irait m'attaquer, mais je l'utilise dans un sens historique, évidemment, parce que c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Mais en revanche, vous avez un mouvement de libération en France qui va revendiquer, au contraire, la négritude et utiliser le mot nègre. Lui, en tant que comme blanc, donc il a son regard de civilisateur qui perdure, il est paternaliste, si vous voulez, ça c'est indéniable, mais il estime que le but de la colonisation, c'est de s'achever. Puisque son but est que chaque nation, au sein d'une communauté mondiale, soit indépendante. Ça, c'est évidemment utopique, puisque ça ne prend pas en compte le pouvoir que certaines auront par rapport à d'autres, évidemment, puisqu'elles sont plus puissantes. Mais l'idée est effectivement d'arriver à ça, et il écrit à de nombreux intellectuels noirs qui lui expliquent en fait. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il n'y a jamais, disons, une certitude, c'est toujours d'essayer d'aller voir pourquoi les gens pensent ça, en quelque sorte. Et donc d'aller rencontrer ces premiers penseurs noirs qui espèrent, après la Première Guerre mondiale, sortir de l'état d'infantilisation dans lequel ils sont. Si vous prenez Diagne, qui est donc premier député noir en France, il va faire des campagnes pour amener les tirailleurs, qu'on a appelés tirailleurs sénégalais, des soldats noirs à venir se battre, mais c'est parce que Clémenceau lui avait dit « si tu fais ça, je te promets qu'ils auront le droit de vote ». Ils ne l'ont pas obtenu. Il a été joué en quelque sorte. Mais La Fontaine rencontre... Pardon ? Ils n'ont même pas eu une pension de guerre. Non, exactement. Et donc ce sont ces gens-là que La Fontaine rencontre, et c'est de ces gens-là qu'il entend les frustrations, effectivement. Frustrations considérables, et on peut dire que le mouvement de décolonisation commence vraiment après la Première Guerre mondiale.
Même s'il y a déjà des actes de résistance dans les colonies bien avant. Si vous faites une histoire vraie de l'Algérie française, par exemple, il y a des révoltes tout le temps, dès le début de la colonisation en 1830. Hein. Les gens qui vivent là ne sont pas heureux de la présence française. Je veux dire, c'est pas être anticolonialiste que de dire ça, c'est juste observer des faits. On a parlé de Paul Otlet, donc oui. À l'aspect probablement le plus connu de l'œuvre de La Fontaine, tout ce qui tourne autour de l'encyclopédisme, du palais, comment l'appelle-t-il encore ? Dans un premier temps, donc, il y a Stéphanie qui est là, il y a le Mondanéum, qui aujourd'hui est à Mons, mais originellement, il a séjourné dans plein d'endroits. Il était pas mal d'années dans l'énorme paquebot du cinquantenaire à Bruxelles. Il y a un palais mondial, donc c'est... Mais avant ça, il y a l'idée intellectuellement conçue par Paul Otlet du répertoire bibliographique universel. Pour faire simple, et des chercheurs américains l'ont écrit comme ça, c'est vrai que c'est une espèce d'internet de papier. Ces deux se rencontrent, chez Picard, semble-t-il, et Otlet a cette idée. Il faut classifier le savoir sur des fiches, c'est ce qu'on a à l'époque. Bon. La Fontaine est fasciné par cette idée, il va mettre justement ses réseaux au service de Paul Otlet, il va contribuer intellectuellement à la création de cette idée. Donc rassembler toutes les publications, avec évidemment une rigueur absolue dans la construction de la fiche, pour qu'elle puisse être utilisée et mise, et ça c'est le rapport, parce que ce n'est pas eux qui inventent ça, c'est déjà une idée qui existe chez un Américain, sauf qu'il la perfectionne. Il la perfectionne vraiment en créant la possibilité de connexion entre les matières différentes. Et ensuite, leur idée est d'aller aussi vers la conservation d'images, donc de sources iconographiques, et puis aussi d'objets en 3D, et de montrer ça aux gens. L'idée du Palais mondial est de montrer l'état de la connaissance au peuple, qui pourra aller visiter ça. Et donc, de leur point de vue, ça doit être un honneur pour la Belgique d'accueillir ce type de structure, sauf qu'ils ne vont rencontrer que des désillusions, parce que tant qu'il y avait des gouvernements socialistes, ils obtiennent des financements quand même, mais en période de crise, entre deux guerres, les financements sont de plus en plus rares, et donc ce palais mondial, c'est quand même une succession de guignes, en fait, pour les deux qui s'en occupent, mais disons qu'il reste tout de même au Mondanéum ce répertoire, et surtout une partie des collections. Le palais mondial a beaucoup souffert de dizaines d'années, je crois, hein, c'était un peu partout, c'était à Rogier, il a pris l'eau aussi, donc des pièces ont été abîmées, mais il reste tout de même, et je vous engage à aller d'ailleurs visiter le Mondanéum, il reste tout de même, on peut voir ce que ces deux hommes ont essayé de créer. Donc de créer véritablement un point de connexion des connaissances du monde, et même des connaissances se faisant, en train de se construire. Là, c'est vraiment hyper ambitieux. Tout se faisait à la main, évidemment, à l'époque, avec des fiches. Mais cette construction-là est logique dans sa perception. Pour faire un homme ou une femme meilleur, il faut nécessairement qu'il soit plus instruit. C'est la synthèse de tous les engagements de... Ah oui, c'est le travail de sa vie qui a fait que il va un peu, s'y ruiner, c'est excessif, mais perdre beaucoup d'argent, parce qu'il estime que c'est une œuvre vraiment d'utilité publique, en quelque sorte. Il aurait été très fier que la Belgique, parce que chez ce mondialiste, il y a un fond patriotique évident, il aurait été très fier que la Belgique accueille ce centre mondial, qui aurait été une cité mondiale. Otlet avait même pensé encore plus ambitieuse, avec un centre des associations scientifiques, ce qui avait commencé d'exister. Et donc on a vraiment une tentative de créer une espèce de Silicon Valley de la pensée, mais qui serait trouvée à Bruxelles. On a un peu fait le tour, ou est-ce qu'il y a encore l'un ou l'autre aspect de la vie et de l'œuvre de La Fontaine dont vous aimeriez nous parler? Non, alors oui, bien sûr, oui, je crois que j'ai assez parlé, oui, il n'y a pas de problème. Pardon? Je crois que j'ai assez parlé, il n'y a pas de problème. Non, j'ai pas de... Non, il y a sûrement même des aspects que je ne connais pas, parce qu'on ne parvient jamais à réellement restituer le portrait de quelqu'un. Ça, on essaie de s'en approcher, quoi. Eh bien, donc, merci beaucoup. Et merci maintenant, on va donner la parole au public. Je suppose qu'il était au courant des conditions atroces de l'exploitation du Congo belge. Et quelle a été sa réaction Alors,
justement, sur l'État indépendant du Congo, il est absolument opposé à ce que, justement, ce souverain puisse le posséder de manière personnelle. Et donc, de toute façon, dans son esprit, c'est un sujet qui traverse le POB. Il y a quelque chose qu'on rappelle peu souvent dans le parcours d'Émile van der Velde, c'est que lui est vraiment assez fort colonialiste. Et il estime que la reprise, van der Velde, que la reprise de l'État indépendant est une chance remarquable pour la Belgique. Et d'ailleurs, comme le vote était nominatif pour la reprise du Congo et que beaucoup étaient opposés au sein du POB, van der Velde est très opportunément absent au moment du vote. Ça a toujours été un grand malin, van der Velde. Donc il est absent et il a fait d'ailleurs lui-même un grand voyage au Congo, dans l'État indépendant du Congo. Pour La Fontaine, c'est là qu'intervient l'idée que j'expliquais. C'est-à-dire que si l'État belge reprend ce territoire, c'est l'occasion pour lui, donc dans son esprit paternaliste, si vous voulez, d'amener les Congolais à arriver à un niveau de civilisation qui leur permettra d'être indépendants, et en aucun cas, ça doit être l'objet d'un enrichissement. Mais la colonisation et spécifiquement ce que deviendra l'État indépendant, c'est vraiment quelque chose qui traverse, qui déchire le POB pendant plusieurs années. Il y a même un congrès spécial où les uns et les autres vont s'affronter et le socialisme international se prononce en général contre la colonisation, mais en vérité plutôt pour une raison qui n'est pas morale mais qui est une raison pratique, c'est de dire si on va aider les Noirs, ce sera de l'argent en moins pour les ouvriers. Je schématise, mais c'était un peu l'idée qu'il y avait beaucoup de choses à faire chez nous avant. La Fontaine est donc dans un rapport de réflexion intellectuelle entre les deux en disant ces colonies sont là, mais transformons-les. Donc, c'est comme une espèce de mise sous tutelle le temps nécessaire à ce que le degré de civilisation arrive. Donc, évidemment, de notre point de vue, 21e siècle, c'est extraordinairement paternaliste, mais la différence avec ceux qui ont considéré qu'il fallait faire cette exploitation ad vitam, si vous voulez, c'est que lui estime qu'il faut permettre l'accès à l'indépendance. Je ne sais pas s'il utilise le terme indépendance, mais en tout cas, souveraineté. Oui, mais était-il au courant des mains coupées et autres? Alors, à peu près. Vous savez, quand les gens veulent savoir, ils sont au courant de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu, ce qui a fait que le Congo a dû devenir belge, c'est qu'il y a eu cette commission qui s'est rendue sur place. On peut lire, d'ailleurs le rapport il est en ligne aujourd'hui, qui dit déjà qu'il y a des exactions. Il est un peu au courant, effectivement, de ce qui se passe. Et ceci est d'ailleurs nettement dénoncé par le mouvement socialiste. Donc oui, ces gens sont au courant. Vous savez, sur un autre sujet, dans les archives, vous avez, dès 1933, à l'attention des membres de l'Union interparlementaire, donc cette association de parlementaires internationale, un compte-rendu détaillé de l'arrestation, des tortures, des exactions des nazis. C'est un document dactylographié que La Fontaine a lu et que les membres de l'interparlementaire ont lu. Donc si, en fait, toujours la question est qu'on sait souvent beaucoup de choses, certains, ceux qui veulent savoir, et puis on a des époques parfois, et c'est sûrement notre cas aussi aujourd'hui, d'aveuglement sur des sujets. Donc quand on découvre les choses 2, 3, 4 générations après, souvent le cas des historiens, on sait que les époques ont souvent su plus de choses que ce qu'elles ont dit savoir, et puis il y a aussi ce qu'on ne veut pas savoir. Ça dépasse mes compétences d'historien, c'est d'une psychologie, je ne sais pas. Bonjour, je voulais me permettre une petite réflexion, parce qu'en fait, ici, on est dans la salle Bufquin des Essarts, et donc je voulais juste te permettre de faire un peu le lien entre le début de l'engagement politique d'Henri Lafontaine, qui n'a pas toujours été... On a vu qu'on ne l'a pas fait. Voilà, qui n'a pas été directement socialiste, qui a hésité en fait dans ses engagements, et donc c'est peut-être intéressant de revenir sur ça et justement aussi de dire que c'était un politicien très actif et même s'il était sportif au niveau de l'alpinisme, il aimait beaucoup venir à vélo et faire campagne. Peut-être, c'est assez croquignolet, donc peut-être ajouter quelques mots là-dessus. Ça, c'est vrai que c'est un élément remarquable des archives, c'est la preuve que La Fontaine, comme d'Estrée, dont on parlait tout à l'heure, découvre le monde ouvrier par après. Lui vient d'un milieu où il n'en fréquente pas. Il a fréquenté les domestiques, bien entendu, puisqu'il en a chez lui, mais pas les ouvriers. Et quand il va découvrir les ouvriers, c'est vrai que tu vas se penser, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est là qu'il s'engage, donc il va devenir sénateur. Mais il va aussi
et au POB c'est obligatoire, participer aux campagnes. C'est-à-dire qu'il faut aller faire des meetings. Qu'est-ce qu'il choisit comme région? Le Hainaut, le Borinage évidemment, il arrive souvent en train à vélo, effectivement, il adore la bicyclette. Il en a acheté une très bonne d'ailleurs, parce qu'il achète toujours les meilleurs trucs parce qu'il a beaucoup d'argent. Et c'est là, il tient un journal de campagne parce que c'est là pour la première fois qu'il voit vraiment, en vis-à-vis des ouvriers, des militants socialistes. Il les connaît évidemment, il partage leurs idées. Parfois quand il arrive, il le dit lui-même, on le vouvoie. On le considère comme du parti des sachants, comme on dit dans le mouvement. Ce qui est vrai, avec parfois d'ailleurs un décalage, et petit à petit, pas au 19e, mais à partir de l'entre-deux-guerres, parfois des oppositions entre cette vieille garde intello et aisée et la nouvelle génération qui s'est formée notamment dans les écoles socialistes et qui vient du milieu ouvrier ou de la petite bourgeoisie et qui dit « écoutez, vous nous avez bien aidés, mais maintenant vous êtes vieux, nous on va s'occuper nous-mêmes de nous, si vous voulez. » Mais là, il rencontre, il fait des meetings, il rentre chez lui passer minuit, en reprenant le train le soir, évidemment. Mais il a rencontré ces femmes et ces hommes. Il y a une scène qui est assez forte, ils vont prendre la parole, ils vont souvent à plusieurs, parce que à l'époque, ne l'oubliez pas, il faut aussi souvent un socialiste qui parle wallon. Parce que dans les débats linguistiques, ce qu'on oublie souvent, c'est que la langue française est quand même souvent la langue des élites, encore fin 19e siècle. Et que si bien sûr on parle des Flamands dans le nord du pays, en Wallonie on parle souvent des Wallons. Et que dans les tranchées, les Wallons ne comprenaient pas forcément mieux les ordres que les Flamands. Absolument. Et c'est parce que chez nous, il n'y a pas d'instruction obligatoire de manière effective avant 1918, c'est très tardif. Alors il y a des écoles avant, c'est certain. Mais donc, lui, il va voir ces gens. Il prend la parole. Et il y a un moment, effectivement, où il doit parler comme d'habitude. Il est avec Van der Velde, mais il vient d'y avoir un coup de grisou. Et donc, il faut totalement improviser. C'est-à-dire qu'il se rend sur place, là où ça s'est produit. Il rencontre des gens, il rencontre des ouvriers qui les reconnaissent. Van der Velde on voyait beaucoup d'images de Van der Velde, il était assez, on le reconnaissait. Et puis surtout, c'est la découverte des lieux avec justement ce type de maisons, des maisons du peuple, les délégations, c'est la politique de voirie en fait des mouvements politiques, c'est de montrer sa puissance. C'est des centaines de gens avec les fanfares qui défilent dans la rue, des villes, des villages. Dans le Hainaut, il va aussi du côté de Liège, donc vraiment l'axe industriel, et il rencontre ces gens. Il ne les connaissait pas en vrai. Dans son journal, quand il est encore un tout jeune homme d'Estrée, quand il voit les événements de 1886, il dit effectivement « c'est Germinal en action ». Donc en fait, c'est par Zola qu'il estime, qu'il comprend le mouvement ouvrier, parce que ces gens-là sont des bourgeois, des avocats de formation, ils ont souvent fréquenté plutôt un milieu libéral, des sociabilités aisées. La Fontaine, il est dans le cercle artistique et littéraire, qui est un club très prestigieux. Aujourd'hui, c'est le Gaulois, un cercle toujours interdit aux femmes d'ailleurs, et où le port de la cravate est obligatoire. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles j'ai horreur de fréquenter cet endroit. Et donc, c'est quelqu'un qui va découvrir ces gens du peuple. Et il ne va pas chercher à ignorer les différences, notamment d'instruction qu'il y a, c'est presque impossible. Et ceux en face les lui font sentir, bien sûr, c'est normal. Mais néanmoins, ils ont une lutte commune, et cette lutte commune, c'est d'amener la démocratie sociale, qui effectivement, avant 14, n'existe pas du tout en Belgique, ni en termes de protection sociale, ni en termes de droit de vote, ni en termes d'assurance maladie. C'est ce système hallucinant qui est le suffrage universel tempéré par le vote plural. Ça veut dire qu'un propriétaire, ça vaut 2 voix, un père de famille, ça vaut plus qu'un ouvrier, parce qu'un ouvrier, c'est pas propriétaire, ça peut peut-être faire des révolutions, donc on va quand même lui octroyer une voix. Le suffrage universel masculin, ce ne sera qu'après la Première Guerre mondiale, quand il sera devenu intenable de dire à des gens qui ont passé 52 mois dans les tranchées, bon, vous n'êtes pas encore assez instruits pour avoir le droit de vote, mais pour vous faire démolir la figure, ça oui, vous pouvez le faire. Donc évidemment, bon, là on est hors conférence, donc je peux être moins objectif. Il le remplace en tant que sénateur. C'est comme ça qu'il commence. C'est comme ça aussi qu'on voit que les gens
qu'ils essayent aussi de placer ces élites. Busquin, c'est la rationalité, la libre pensée, c'est quelqu'un qui vient aussi du progressisme en fait. Hein. Oui, c'est toute une famille, et on en parlait avant l'exposé, La Fontaine va aussi écrire dans le journal de Charleroi après la Première Guerre mondiale. Merci, vous nous avez donné l'occasion de désirer lire votre livre. On a l'impression que Monsieur La Fontaine est un grand monsieur et c'est un grand esprit. Alors moi, je voudrais vous poser une question personnelle. Je crois que vous êtes un homme de progrès, vous voulez avancer, vous êtes pour une société de progrès. Et à l'heure actuelle, comme à l'heure actuelle où il y a où le temps va très vite, je me pose une question au niveau de la science qui quelquefois fait peur par rapport justement au développement mental et à l'humain. On est obligé de suivre la science, on l'a vu avec le Covid. Quelle est votre position par rapport à la science d'aujourd'hui, qui fait peur par moment? Alors, comme le sont les historiens, je vais me retrancher derrière mon personnage en vous disant que c'est pour ça que quelqu'un comme La Fontaine estimait qu'il fallait apprendre sans cesse. Maintenant, il est indéniable que la rapidité avec laquelle les choses se font que, par exemple, pour ce qui est d'utiliser Internet, il y a, dit-on, entre 15-20% de la population qui est exclue, en fait, de ce qui est devenu quelque chose d'essentiel pour énormément même de services. Donc, je pense que si on se défie de la science, et des enquêtes le montrent, notamment auprès des jeunes, c'est malheureusement pour aller vers des parasciences ou vers parfois des religions dans leur interprétation littéraliste. Donc je pense que notre devoir est d'être intéressé par par la recherche, mais toujours de manière critique évidemment. D'où l'intérêt aussi de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire de réfléchir une découverte en fonction des sciences du vivant, mais aussi des sciences sociales, des sciences humaines. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toute façon, si on a cette idée de progrès, le progrès, je le questionne, parce que si le progrès est universaliste, je suis tout à fait à l'écoute des gens qui ont fait une critique de cet universalisme, parce que si c'est moi, étant plus puissant, qui impose ma vision du progrès, mon attitude est très critiquable. Mais aujourd'hui, quand même, je crois que les idées, par exemple, de La Fontaine, de communauté mondiale, vont se révéler totalement indispensable dans la gestion de la crise climatique, qui est une gestion de survie, non pas de la Terre, mais de l'espèce humaine. Hein. La Terre, elle s'en fiche. Hein. Et là, à ce moment-là, c'est là où je choisis ces hommes et ces femmes de progrès, parce que la réponse nationaliste, la réponse anti-science, est souvent la réponse, pas de la facilité, mais du simplisme. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est plus facile à comprendre. C'est aussi partiellement respectable, sauf que face au défi, ces deux réponses sont insuffisantes. Et donc, nous sommes un peu contraints de nous poser des questions. C'est dérangeant, c'est fatigant, parce que ça bouge vite, je suis d'accord avec vous, et j'adhère vraiment pas à tout, mais de vouloir d'office sortir de ça, et c'est un peu la réponse actuelle, notamment des personnels politiques, de façon majoritaire, c'est de dire « retournons aux anciennes frontières ». L'historien que je suis peut vous dire que c'est rarement mieux avant. Il y a peut-être eu effectivement des Trente Glorieuses pour une Europe occidentale, certaines classes de la population qui ont eu, et c'est la différence aussi, qui avaient la certitude que plus tard serait encore mieux. Aujourd'hui, malheureusement, dans le chef d'énormément de personnes, ils ont la quasi-certitude que ça ira moins bien. Ça change toute la perspective, évidemment. Mais les solutions, il y en a vraisemblablement, mais elles sont plutôt du côté de la recherche et de l'ouverture à une communauté mondiale. Je pense que les faits le montrent. Les dernières crises ont montré que les seules possibilités ont été des coordinations internationales. Il y a eu énormément de cafouillage dans la crise, non pas de la pandémie, en fait, qu'était le Covid, et que encore le Covid, il est encore là. Et il y a eu donc d'énormes cafouillages, mais des seules gestions nationales n'auraient pas permis ça. Et l'exemple en est. Quel est le pays gigantesque, qui a voulu régler les choses tout seul par nationalisme? C'est la Chine.
Et ça a été un échec total, avec un vaccin bidon, parce que les scientifiques ne peuvent pas travailler librement. Il fallait que ce soit un vaccin chinois. Il avait été découvert avant ailleurs. Et avec un personnel politique qui, de manière religieuse, a estimé qu'il avait raison contre toutes les démonstrations et qui a paralysé son peuple pendant 3 années. Pour rien. Parce que vous savez, un virus, c'est plus fort que le communisme. Oui. Voilà, bon. Donc, voilà, c'est ma réponse. Mais je reconnais que le scientisme, en tout cas, ne peut pas suffire. Il faut trouver ça, en tant que personne des sciences humaines, je pense quand même qu'il est nécessaire, pour qu'on reste connecté, justement, mais en vrai, hein, qu'on se voit, de trouver quand même des bases d'une culture commune. Ou en tout cas qu'on ait des choses à partager. On ne peut pas uniquement partager des découvertes scientifiques. Il faut aussi, je crois, avoir des lectures communes, de la peinture, de la musique, bon, avec très très différentes. Et ça, c'est le travail que l'historien essaye de faire, c'est sur quelle base on peut apprendre aux enfants. Parce que ce qu'on a appris, la culture classique est, depuis 1968, largement, non pas balayée, mais relativisée à d'autres. D'autres gens sont venus en posant des questions, on en parlait tout à l'heure, hein, on disait nos ancêtres les Gaulois face effectivement à des classes où ça les concerne moins, et en plus il y a des experts qui disent qu'il ne faut pas dire les Gaulois mais les Celtes, enfin bon, c'est pas du tout ma spécialité, mais en revanche, c'est donc réfléchir à comment parler du passé. Mais à nouveau, quand je fais ça, je cherche. Donc il faut chercher, et des fois on trouve. Parce que je voulais vous dire quelque chose en plus. Je pense que la science ne dit jamais quand elle se trompe. En fait, il y a une chose que les sciences humaines ont pu apprendre à certains scientifiques qui disaient parfois, bon, la science, c'est pas politique. Je pense à quelqu'un comme Isabelle Stengers notamment, c'est que, bah si, tout est politique, y compris la recherche scientifique qui est payée par les États, où il y a toujours une part, par exemple, de développement pour les armements. Donc, nécessairement, c'est politique. Mais par rapport au nombre que nous sommes, 8 milliards sur Terre, il y aura tout de même la nécessité de trouver... La technologie n'est pas la seule chose possible, mais ce sera très difficile de revenir à, je dirais, un monde agricole idéalisé et rêvé. Je pense que, vu l'urbanisation du monde, ça va être assez complexe. La Fontaine s'intéressait aussi à la spiritualité. Énormément. Ce n'est pas du tout un athée. Simplement le scientisme. Non, exactement. Ce n'est pas un athée. C'est quelqu'un qui était intéressé par... Il était un maçon dans le siècle, mais intéressé tout de même par la maçonnerie dans sa quête spirituelle. Et pour lui, le matérialisme athée est tout à fait condamnable. Il est adogmatique, bien entendu, mais convaincu qu'il y a un principe, qu'il y a quelque chose. Oui, ça c'est une certitude pour lui. J'aurais voulu savoir si c'était par hasard, je ne crois pas que c'est par hasard, qu'on a programmé cette superbe exposition. Donc, et alors, cette conférence, il me semble qu'on parcourt tout un siècle d'histoire. Parallèlement, donc c'est pas par hasard, je crois, que l'opération. Et je me demande si ce qui se passe maintenant, avec la guerre en Ukraine, l'Occident, l'Orient, etc., la modification de toutes les relations mondiales, n'est pas le départ, enfin, si on n'est pas au départ vraiment d'un bouleversement des relations Est-Ouest et au niveau mondial. Non, mais non, vous avez raison, mais comme me disent certains de mes étudiants et étudiantes, il ne faut pas être binaire, et cette non-binarité peut s'appliquer aussi à la politique, c'est-à-dire que ce qui se passe maintenant est aussi une preuve de l'interconnexion mondiale, puisqu'en fait, on doit tenir compte de puissances qui ne sont effectivement pas seulement occidentales, mais c'était déjà... En fait, c'était plus pertinent du temps de La Fontaine. Il y a eu une époque un peu étonnante qui était la guerre froide, où il y a vraiment eu 2 mastodontes et puis les autres. Ici, il y a
il reste une énorme puissance qui sont les États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un monde qu'on appelle multipolaire, même s'il y a des retours un peu de guerre froide avec ce qui se passe maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça signifie vraiment que la solution n'est jamais nationale. On peut avoir une politique nationale, c'est certain, mais tout au niveau économique, social, culturel depuis longtemps nous montre qu'il y a des interconnexions et que les décisions doivent toujours tenir compte de ces équilibres. Et quelqu'un comme La Fontaine en a rapidement été persuadé. Il craignait même l'existence du nationalisme fin 19e, qui effectivement, et on l'a appelé parfois le nationalisme de puissance, est un nationalisme qui, pour souder les populations, doit trouver un ennemi. Et de fait, le nationalisme tel que La Fontaine l'a connu, ça a été deux guerres mondiales. C'est pour ça qu'on a créé des associations internationales, comme la SDN et aujourd'hui l'ONU, en se disant, bon, peut-être que comme ça, on va empêcher ces guerres permanentes, si vous voulez. Des guerres qui sont en fait pour dire que l'autre est un ennemi à un point tel qu'il faut l'éliminer, y compris physiquement, avec des discours qui vont jusqu'à la race, alors évidemment. Oui. Ça, c'est ce qu'il a vécu, enfin, que beaucoup d'autres ont vécu. Carl Malone, je vous poser la question, quel était ses rapports avec Destré et qu'est-ce qu'il pensait de position de celui-ci sur la Belgique? Alors le point commun, il a pas souvent, il a partagé avec lui plusieurs idées. Les universités populaires considéraient que c'était très important, une passion, disons, pour une forme de rapport esthétique à l'existence, mais je crois que ce qu'il a parfois éloigné, disons, tout autant d'Edmond Picard que de Destré, c'est parfois les discours antisémites des deux personnages. La Fontaine est le seul qui, publiquement, a dénoncé l'antisémitisme de Picard, par exemple, à une époque où c'était assez indifférent d'être antisémite, et même au sein du mouvement de gauche, parfois, il y avait une identification banquier juif, si vous voulez. Mais à part ça, il y a le point commun d'être convaincu qu'il faut apporter, en plus du pain aux ouvriers, il faut apporter les beautés de l'art. Ça véritablement. Je pense que c'est vraiment... cette génération-là est convaincue de ça. Ça ne suffit pas, c'est essentiel d'apporter le confort matériel, mais qu'il faut aussi permettre aux ouvriers d'avoir accès à l'art. Est-ce qu'il avait des contacts directs, ça fonctionne, oui, avec les sociétés rationalistes? Parce qu'on est ici, effectivement, dans la salle des Essarts. Il y a la présidente des disciples de Voltaire à ma droite. Donc on avait un riche tissu de sociétés rationalistes, de libre pensée, comme on dit, qui était fédéré, notamment dans ce bâtiment à un moment. Est-ce que lui avait des contacts directs avec ces sociétés? Avec les personnes, les composants, certainement, mais ils ont un point de désaccord, donc ce serait déjà pour ceux qui seraient athées, ce qui ne l'est pas, et d'autre part aussi stratégiquement, il estime utile, comme une partie du POB, mais il va très loin sur ce sujet, d'aller vers les ouvriers de la démocratie chrétienne. Donc en fait, il essaye, dans son engagement socialiste, de ne pas mettre en avant l'anticléricalisme. Si tu vois, dans cette logique-là, l'anticléricalisme, il le critique souvent, alors que bon, il n'est pas du tout dogmatique, mais il estime que c'est risqué, et dans ses campagnes il le voit, de faire que beaucoup d'ouvriers n'osent pas franchir le pas et d'aller voter socialiste, même dans ces régions-ci, et a fortiori dans d'autres régions de Wallonie. Après, son engagement est quand même rationaliste dans le sens où il est membre de la Ligue de l'enseignement et que d'autre part, pour lui, s'il choisit d'abord les Amis philanthropes en maçonnerie, c'est parce que pour lui, la création de l'ULB et la création d'écoles publiques est un combat existentiel. En fait, c'est fondamental. Parce qu'il estime qu'effectivement, lui qui, dans ses écoles, a eu des cours de religion catholique et a vu la doctrine chrétienne, il estime qu'il faut créer un enseignement public. Ça, c'est vraiment le combat qu'ont la plupart des libéraux et des socialistes. Mais donc, de mettre en avant, typiquement, c'est pas ces sociétés-là qui se fréquentent le plus pour les deux raisons.
Je vous remercie pour cette conférence très enrichissante. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous invite à prendre un verre. Je suppose que Pierre van den Dongen nous fera le plaisir de dédicacer Oui, bien sûr. ces livres qui sont disponibles ici. Je vous remercie encore. Et... Merci.